en compagnie du président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, sur Rugby Amateur. Florian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait l'envie de pouvoir partager de nombreux points, évidemment, sur le rugby amateur, évidemment aussi. On rentre dans le vif du sujet. Allez, direct. Direct. Dans le vif du sujet, direct. Bon, super. Florian, je vous entends souvent dire que le rugby se construit par la base. Et que la vérité est sur le terrain. On vous voit faire de nombreuses tournées auprès des clubs sur le terrain justement. Quelle est la vérité du terrain et du rugby amateur actuellement? Bon, c'est que le rugby amateur va pas bien. Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Je le dis, je donne souvent les chiffres nationaux, mais on est le deuxième sport en France en médiatisation. On n'est que le dixième derrière le canoë-kayak en nombre de licenciés. Là, ce week-end, bon, là, je vais être en Occitanie. On se verra à Saverdun dimanche, mais le week-end d'avant, j'étais à Brest en Bretagne, à Vannes, Brest, Pontivy, Quimper. En Bretagne, il y a 88 terrains de rugby pour 2000 terrains de foot. Voilà, on a tout compris du maillage de terrain. Il y a des installations qui sont lépreuses dans les clubs. Les filles se changent dans les vestiaires arbitres, dans les bus ou dans les voitures. Donc le terrain, le rugby amateur, il va pas bien. Donc tout l'enjeu, si on veut relancer le rugby par la base, et pour avoir une pyramide qui monte haut, il faut que la base soit solide. Bah, c'est qu'il faut solidifier le rugby amateur, relancer le nombre de licenciés, améliorer les installations, travailler dans le scolaire, recréer des titres de champion de France qui donnent la banane aux gens, parce que c'est ça qui les fait vibrer et vivre, est vrai chez les jeunes comme chez les seniors, comme chez les filles. Euh, Justement, on parlait des titres. Alors, je crois savoir en tout cas que c'est quasiment officiel ou officiel. Il y aura 5 nouveaux titres Il qui y seront a distribués l'année prochaine. voilà, trois niveaux titres dans le rugby territorial. On était passé d'une chance sur 80 d'être champion de France à une chance sur 160 en fait. Et en fait, ce qui fait vibrer les clubs, c'est la magie. On est le seul titre, on est la seule fédération qui distribue une cinquantaine de titres de champion de France par an, quels que soient les niveaux. On met 12 millions d'euros d'indemnités kilométriques pour tous les niveaux pour accompagner les clubs dans ces grandes transhumances. Et c'est très bien qu'on le fasse, mais on avait divisé par deux le nombre de titres de champion de France. Donc oui, on met trois titres de plus chez les seniors territoriaux et on met deux titres de plus chez les jeunes. Et on est en train de réfléchir aussi côté féminine à peut-être au moins un titre de plus. Et c'est indispensable parce que la première mission de la Fédération française de rugby, c'est de fabriquer des souvenirs pour des aventures humaines collectives qui sont des souvenirs pour la vie. Et qu'on soit champion de France de Régional 3 ou champion de France de Top 14, c'est la même fête. Sauf que dans un cas, ça embarque tout le village et ça le fait vivre pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà, et ça, il faut raconter ces histoires-là et surtout pas les perdre. On a eu l'occasion d'échanger l'année dernière avant l'élection du mois de juin. On avait évoqué la compression des niveaux, la nouvelle pyramide des niveaux. J'ai souvenir d'avoir évoqué une sorte d'échec au niveau de la régionale 1, 2 et 3, avec ces écarts de niveau qui étaient trop importants entre la deuxième série et la quatrième série. On a vu que cette année, ça s'est pas très bien passé pour des clubs qui ont déclaré forfait, qui ont eu des problèmes d'effectifs. Est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on doit dire que cette compression des niveaux est un échec? Bah oui, parce qu'on a effectivement mélangé des anciens clubs qui étaient en quatrième série avec des anciens de deuxième série. Donc on a vu parfois des scores fleuves, des équipes qui, dès le début de la saison, savaient qu'elles étaient là comme faire valoir et qui avaient plus de carottes au bout, plus de solutions pour retrouver et redonner du sens. Voilà, on a aussi mélangé des équipes qui avaient des réserves et des équipes qui n'en avaient pas forcément. Et donc, on fait des championnats réserves à trous. Ce qui est une vraie difficulté aussi parce que en fait la première année on joue la moitié des matchs et puis la deuxième année il y a plus de réserve du tout, y compris dans les équipes qui en avaient au début. Donc c'est ça la réalité du rugby territorial. Donc moi je pense, et j'avais été contre le fait de diviser par deux. On est passé de première, deuxième, troisième, quatrième série, honneur et promotion honneur à régional 1, 2, 3. Et en fait ça a fait mal au rugby territorial qui a déjà été un peu rendu exsangue par le fait qu'on avait fait monter beaucoup, beaucoup de monde sur le rugby fédéral. Et donc on s'est retrouvé parfois avec des clubs territoriaux qui faisaient plus de kilomètres que les clubs fédéraux. Donc voilà, il faut redonner. C'est important de relancer le nombre de licenciés aussi pour remplumer le rugby territorial. Moi, quand je vois qu'il y a
parfois des équipes juniors qui sont à 3, 4, 5, 6. Je crois que le record que j'ai vu, c'est 9 pour faire enfin des clubs qui se regroupent à 9 pour faire une équipe junior. Je dis, comment est-ce que demain, avec une seule équipe junior, on peut alimenter le rugby des seniors? Ça ne tient pas la route. Donc, il faut relancer le nombre de licenciés. C'est une priorité absolue. On est le seul sport à avoir ce décalage. Deuxième en médiatisation, dixième en nombre de licenciés. Le foot, c'est 1 et 1. Le hand, c'est 3 et 2, et ainsi de suite. Nous, c'est 2 et 10. Donc, faut vraiment mettre le paquet sur le local, investir dans le local, investir dans les installations, investir dans des championnats, mettre plus d'argent sur le scolaire qui est indispensable, redresser la barre de nos licenciés, voilà, filles et garçons, et puis donner des carottes. Et les carottes, c'est des sélections départementales pour les jeunes qu'on est en train de relancer partout. C'est 6 titres de champion de France dans le rugby territorial, plus les titres réserves. C'est des titres en plus pour les jeunes parce qu'il faut là aussi donner les carottes. Il faut que les gens s'amusent. Au rugby, on a besoin, et s'amuser au rugby, c'est faire une date, 2 dates, 3 dates, et puis parfois, une fois tous les 20 ans, il y a un titre de champion de France au bout. Mais voilà, on remultiplie par 2 le nombre de titres de champion de France pour donner ces carottes qui sont indispensables. Alors sur Rugby Amateur, on prend plaisir à raconter les belles histoires au quotidien, mais vu que notre entretien aujourd'hui est quand même assez exceptionnel, on a envie d'évoquer les côtés plus sombres, ou en tout cas moins magiques, hein, du rugby amateur, et on va évoquer éventuellement les problèmes de violence qu'il y a eu en début de saison, qu'il y a eu en mi-saison, qu'il y a encore. Bref, ça a été un problème récurrent. Violence verbale, violence physique entre joueurs, contre les arbitres. Qu'est-ce que dit le président de la Fédé contre ces problèmes qui semblent quasi insolubles? D'abord, il dit intransigeance totale. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner, il faut sanctionner dur. Il dit, deuxièmement, il faut impérativement, nous, on va développer la saison prochaine une petite application mobile qui s'appelle e-arbitre. On a 2900 arbitres à peu près répartis sur l'ensemble du territoire, et on va demander systématiquement aux arbitres qui aujourd'hui évaluent le rectangle vert, mais n'évaluent pas les tribunes et le banc de touche, d'évaluer systématiquement le banc de touche et la tribune, avec une petite application mobile. Ça s'était expérimenté au niveau de la Ligue Île-de-France, il me semble. Ça a été expérimenté avec succès au niveau de la Ligue Île-de-France et étendu au niveau national. Et en fait, ça va permettre de très vite repérer les bancs de touche et les tribunes qui dérapent. Parce que notamment sur les équipes jeunes, par exemple, les gamins, c'est des buvards. Ils reproduisent exactement ce qui se passe sur le banc de touche. Donc, quand il y a un banc de touche ou quand il y a une tribune qui s'excite, les gamins, ils s'excitent sur le terrain. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette petite application avec 2900 arbitres qui vont à chacune de leurs rencontres évaluer le banc de touche ou la tribune, c'est qu'on va vite repérer les tribunes ou les bancs de touche qui dérapent. Alors, les tribunes qui dérapent, ça peut être des propos racistes, ça peut être des propos déplacés, ça peut être de l'agressivité. Pareil pour les bancs de touche. Et du coup, ça va nous permettre d'envoyer des RF de manière ciblée. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des représentants fédéraux un peu partout, on va les envoyer là où on identifie très vite que ça dérape. Et à l'inverse, on va valoriser les clubs qui ont des bons comportements. Ça, ce traitement de la data tout simple avec e-arbitre, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui est moderne. Après, on est en train, avec Sylvain Dereux, qui est le secrétaire général de la Fédération française de rugby, ancien capitaine de l'USAP, de travailler à un plan anti-violence. Et le plan anti-violence, on se dit que dire au président, dire aux dirigeants, avant les matchs, vous prenez la parole, vous parlez aux tribunes, vous parlez avec les arbitres, vous parlez avec les capitaines, qu'il y ait une discussion d'avant-match sur laquelle, quand ça déborde ensuite, les dirigeants peuvent s'appuyer pour aller dans la tribune et dire « Eh oh, ça suffit ». Ça fait partie des choses qui sont importantes. Parce qu'en fait, finalement, on arrive, on fait les matchs, on constate des problèmes, des débordements de tribunes, et puis il y a beaucoup de dirigeants qui n'osent pas forcément aller voir les gens ensuite une fois que le débordement est arrivé. Si on a eu un propos préalable, si on a tenu un propos préalable, qu'on a parlé à la tribune, etc., on a quelque chose sur lequel s'appuyer pour dire qu'est-ce qu'on a dit. Et ça, c'est pas acceptable. Et moi, je pense qu'on peut lutter par ce genre de choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la raison numéro 1 pour laquelle les parents mettent leurs gamins dans les écoles de rugby, c'est qu'il y a un truc qu'on apprend qui est le respect. Et que si le rugby, on est le reflet de la société, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais si on dérape sur ce sujet-là, c'est tout le rugby qui morfle. Et donc, c'est une priorité absolument pour la Fédé, pour les ligues régionales, pour les départements, pour les clubs, pour les présidents de clubs, pour les dirigeants de clubs. Il faut qu'on comprenne que c'est l'avenir de notre sport qui est en cause et que donc, on n'a pas le droit de laisser déraper. Là, ce que je viens d'entendre, ce sont plutôt des propos convaincants par rapport à un traitement en amont.
mais quand il s'agit de parler des sanctions, on a eu un peu le sentiment que, on ne va pas rentrer dans les cas particuliers évidemment, mais on a pu sur rugby amateur avoir quelques cas isolés ici ou là, avec des sanctions qui semblaient assez clémentes par moment, ou en tout cas qui, alors je termine, mais qui faisaient état de certaines personnes qui étaient récidivistes. Ouais. Ça, c'est quand même un Et gros problème. je confirme, non, mais je me cache pas derrière mon petit doigt là-dessus, je confirme. C'est-à-dire que nous, il y a un message, il y a une règle de base dans le rugby, et celle-là, il faut la respecter drastiquement, c'est que les commissions régaliennes sont indépendantes de l'exécutif. Donc moi, président de la Fédé, je ne mets pas mon nez dans les décisions des commissions régaliennes. En tout cas, je ne rentre pas dans les cas particuliers. Je ne peux pas dire, bah là, vous avez eu tort, là, vous avez eu raison, comment ça se fait qu'un tel a été sanctionné si bas, etc. Par contre, avec le secrétaire général, Sylvain Dereux, on a le droit de donner une philosophie générale à nos commissions régaliennes. Et la philosophie générale que je passe, c'est l'intransigeance totale. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Et on peut aussi renforcer le barème de sanctions. Et c'est ce genre de choses qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois dans la prévention. La prévention, c'est e-arbitre. La prévention, c'est la formation. La prévention, c'est les discours d'avant-match que doivent tenir les dirigeants. La prévention, c'est s'appuyer sur ces discours d'avant-match pour aller voir ensuite les gens qui dérapent, envoyer les RF de manière ciblée là où ça dérape. Tout ça, c'est de la prévention. Et puis après, quand il y a des dérapages, il y a la sanction. Et la sanction, elle ne doit pas avoir la main molle et elle doit pas. Et c'est à nous de cadrer à la Fédération française de rugby et dans les ligues régionales les discours des commissions régaliennes, les propos des commissions régaliennes pour qu'elles aient la main lourde et pas la main légère. Et est-ce qu'on communique assez justement préventivement sur ces sanctions de On ne le fait manière un jamais peu... assez. Là, ce week-end, il y a eu des faits de racisme. Il y Oui. a eu des propos racistes tenus sur les terrains. Là aussi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Qu'est-ce qu'on a rappelé dans le communiqué? On n'a pas stigmatisé les clubs, ça ne sert à rien de citer les noms des clubs. Mais par contre, on a rappelé dans le communiqué de la Fédé que l'arbitre avait des outils à sa disposition. Le premier outil, d'abord, si c'est des propos racistes qui sont tenus par les joueuses ou par les joueurs, l'arbitre il peut mettre tout de suite un carton rouge sur le terrain. On leur rappelle et on leur dit la Fédé sera derrière vous et les ligues seront derrière vous sur ce genre de sujet. Deuxième cas, c'est la tribune ou le banc de touche. Dans ce cas-là, l'arbitre peut arrêter le match. Et dans ce cas-là, il a la possibilité aussi de dire au président de club ou présidente de descendre et de parler à la tribune. Et si ça se reproduit, il a le droit d'arrêter définitivement le match. Moi, je dis aux arbitres, allez-y, assumez ces rôles-là. La Fédé sera derrière vous. Ce n'est pas des décisions faciles à prendre, mais c'est des décisions qui sont nécessaires pour l'avenir du rugby. Et je dis, la Fédé soutiendra les arbitres qui prendront ce genre de disposition. Et il faut prendre ce genre de disposition. Et notre responsabilité, c'est de rappeler l'arsenal juridique. Et après, n'importe qui est confronté à des faits de racisme, de violence, etc., a le droit de saisir le secrétaire général de la Fédération française de rugby. Et nous, on dit, saisissez le secrétaire général de la Fédération française de rugby. On veut pouvoir monter sur les dossiers où il y a des dérapages de ce type. On passe à l'aspect un peu plus financier. Ouais. Parce qu'on avait évoqué justement l'année dernière la création d'un national qui était nécessaire, je reprends vos propos. On avait évoqué plus le scepticisme concernant la création de la Nationale 2 avec des clubs qui refusaient la montée pour certains par souci de gestion et de bonne gestion. Mais cette année, précisément, on a vu de nombreux cas, alors déjà avérés, de dépôt de bilan, de forfaits généraux, certains clubs qui sont aujourd'hui en difficulté et qui se battent pour essayer de survivre. Un an plus tard, quel est le bilan que l'on peut tirer de cette nationale, de cette nationale 2? Bah, malheureusement, je ne m'étais pas totalement trompé sur le sujet. C'est-à-dire que c'est des compétitions qui sportivement sont intéressantes, hein, indéniablement sportivement, et la nationale et la nationale 2 d'ailleurs sont des compétitions intéressantes. Après, économiquement, c'est un modèle qui est très bancal. Prenez le modèle on va parler déjà beaucoup de la nationale 2. Il n'y a pas de derby, puisque c'est un championnat national, donc il y a très peu de derby. Il n'y a pas de droit télé. Donc en fait, c'est un championnat qui vit sans derby et sans droit télé. Donc en fait, c'est un championnat qui est compliqué. Donc le seul moyen, c'est de dégonfler la bulle financière, c'est de faire comprendre au club. Et j'ai été à Auch, j'ai été à Florence, j'ai discuté avec les dirigeants qui au début disaient mais il faut nous donner plus d'indemnités kilométriques. Mais ce n'est pas le sujet. Les indemnités kilométriques, c'est peut-être 10, 15, allez, maximum 20% du budget des clubs.
Dans le cas de ces clubs-là, on a des indemnités kilométriques entre leurs équipes seniors, juniors et autres qui montent pratiquement à 60 000 euros. C'est 12 millions d'euros les indemnités kilométriques à la Fédé. Je monterai le budget de 10%, ça coûterait 1,2 million à la Fédé, c'est énorme, hein, dans une situation économique pas simple pour la Fédé. On augmenterait de 6 000 euros chez eux. Ça ne changerait pas la face du monde pour les clubs en question. Le vrai sujet, c'est la masse salariale. Et en fait, les clubs dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Et donc, le vrai sujet, et je pense que et Hoche et Florence ont pris des bonnes décisions. Hoche, conjointement avec les joueurs, ils ont décidé de baisser la masse salariale de 15%. Florence, il s'apprête à le faire de 20%. Je reverse peut-être les deux. C'est peut-être 20% chez l'un et 15% chez l'autre. Mais c'est ça. Et moi, j'appelle à la raison. C'est-à-dire que le rugby amateur va mal. Et le rugby, entre guillemets, semi, avec de national, de national 2, mais même le rugby de top 14 dépense un peu l'argent qu'il a pas. C'est-à-dire que on gonfle une économie qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on est capable de payer. Et ce faisant en plus, on fait disparaître le rugby dans des villes moyennes qui n'ont pas les zones de chalandise pour se payer tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut dégonfler un peu l'économie du rugby. Et assumer le fait qu'il ne faut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et la responsabilité de la Fédé sur ces sujets-là, quand il y a des dérapages financiers, c'est aussi d'être assez intraitable. Et j'en suis désolé pour souvent les dirigeants qui héritent de situations très négatives issues de leurs prédécesseurs, mais nous, on doit se battre pour les 90% de clubs qui font le boulot sérieusement et qui ne dépensent pas l'argent qu'ils n'ont pas. Et c'est vrai que c'est rageant quand il y a un nouveau dirigeant qui arrive, qui hérite d'une situation de dépôt de bilan, qui la récupère, qui se bat comme un fou, et il se retrouve sanctionné des dérapages des dirigeants précédents. Mais si on ne le fait pas, on ne défend pas les 90% de clubs qui font l'effort de tenir leur budget tous les ans, et Dieu sait que ce n'est pas facile. Pourtant, on sait qu'il y a des temps de passage au niveau financier pour les clubs qui ont des outils à leur disposition et des gendarmes qui peuvent leur taper sur les doigts aussi, les gendarmes financiers en tout cas, pour leur dire qu'en septembre, en décembre ou en juin, il faut montrer patte blanche. Malgré ça, on a vu le cas de Blagnac, on a dit qu'on ne parlerait pas de cas précis, mais Blagnac est un cas intéressant malgré tout parce que c'était un club structuré qui a quand même fait une grosse saison l'année d'avant, qui était aux portes de la Pro D2 et qui se retrouve en janvier dernier à déposer le bilan. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on manque je ne veux pas faire de commentaires moi, je ne veux pas commenter les commissions régaliennes et le travail des commissions régaliennes. Les commissions régaliennes, elles sont... bon, là, on a gardé les commissions régaliennes de la précédente gouvernance, puisque quelque part, on n'a pas le droit de les changer en cours de mandat. Donc, il y a eu un changement de gouvernance. Voilà, donc il pourra y avoir des évolutions. Ça travaille très bien, mais je ne veux pas commenter le boulot des commissions régaliennes. Ce que je sais, c'est que nous, on tient un discours générique, je ne vais pas m'attarder sur des cas particuliers de décision de commission, qui est de dire il faut beaucoup de rigueur, il faut beaucoup d'exigence, il ne faut pas de passe-droit, parce que quand on donne des passe-droits, finalement, on fait mal à tout le rugby. Quand vous avez un club qui dérape et qui dépense l'argent qu'il n'a pas, ou quand vous avez un club champignon qui met tout sur la première et qui néglige ses cadets, ses juniors, son école de rugby, sa formation, quelque part, il fait mal aux autres. Il fait mal à tous les autres. Donc je suis désolé pour les dirigeants qui épongent les dettes après et qui récupèrent les situations, mais la responsabilité de la Fédé, c'est d'avoir le bras qui ne tremble pas et de sanctionner pour que tout le monde comprenne bien que le dérapage n'est pas possible et que la prudence est nécessaire. Et si on descend, ce n'est pas le drame. C'est pas le drame de descendre. C'est formidable quand on monte, mais c'est pas le drame absolu de descendre. Il vaut mieux tenir ses budgets et descendre plutôt que de vouloir rester à tout prix, se mettre en situation de difficulté et finir par tuer une association avec des gamins, des cadets, des juniors, une école de rugby, des bénévoles qui sont là depuis toujours. Attention, attention. Moi, j'appelle à dégonfler la bulle financière dans laquelle on fait trop vivre le rugby au détriment de ce qu'on représente, de nos bases et de certains fournisseurs qui sont plantés au passage. Hein. Oui. Ce qui est quand même pas une bonne nouvelle pour eux. La bulle financière que l'on évoque là, elle est aussi applicable en régional, puisqu'on voit des clubs qui payent des joueurs. Alors, est-ce que les instances n'ont pas un droit de regard sur un salary cap, ou en tout cas un barème de rémunération qui serait peut-être applicable? En fait, moi, je plaide auprès de la Ligue nationale de rugby pour que le salary cap n'augmente pas. Et en période d'inflation, ne pas l'augmenter, ça revient à le baisser. Et je plaide même dans l'idéal, moi, je ne serais pas contre le fait qu'il baisse. Après, il y a des contrats, des engagements avec les joueurs, etc. Pourquoi?
Parce que le salary cap en top 14, par capillarité, il impacte la rémunération en Pro D2, qui impacte celle de National, qui impacte celle de National 2, de Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3. Et tu le dis, ça monte jusqu'à la régionale, parfois malheureusement. Après, c'est l'indépendance de gestion. On n'est pas le patron, les associations sont indépendantes. Le président d'association, il est indépendant. Le comité directeur de l'association, il est indépendant. Il prend les décisions qu'il veut. Moi, je trouve absurde d'indemniser des joueurs en régional. Absurde. Je trouve dans un monde idéal, un club, il devrait jouer au niveau où sa formation le porte. Et donc, moi, ce qui me choque, c'est quand je vois des clubs qui jouent en Fédéral 1 et des gamins qui jouent en régional. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on voit bien que le gamin, il ne va jamais arriver dans son club formateur. Par contre, quand je vois, tu vois, j'ai à Quimper ce week-end, ils ont des cadets en national, ils ont des juniors en régional 1, mais bon, et ils jouent en régional 1. Je trouve que là, il y a une cohérence et on sent même que le club, il est en train d'investir dans sa formation. Parce que des cadets en national, quand tu as une équipe première en régional 1, on comprend où le club met l'investissement. Et j'ai dit au club, bah, bravo, parce que ça va payer. Et l'objectif du club, c'est un jour de remonter en Fédéral 3, mais s'ils ont des gamins en cadet national et qu'ils pensent que leurs juniors sont capables de remonter en national, je suis sûr qu'ils vont finir par jouer en Fédéral 3. Tu vois, c'est comme ça qu'on doit construire les choses. Bon, bah voilà, il faudrait jouer où sa formation te porte. Et puis après, s'il te reste des sous, bah, pourquoi pas à ce moment-là investir un peu, mais s'il te reste des sous. Et en fait, il ne faut pas faire les constructions à l'inverse, en disant je commence par mettre les sous sur la première, et puis bon, la formation, ça coûte, hein. Donc effectivement, si tu fais si tu sacrifies ta formation et que tu n'investis pas sur les cadets, les juniors, l'école de rugby, les féminines, et puis tout le reste, bah, quelque part, en fait, tu déséquilibres le marché. Donc la responsabilité de la Fédé, c'est de donner le cap, c'est de dire pour nous, les clubs qui nous intéressent, c'est les clubs formateurs, c'est les clubs développeurs, c'est les clubs qui sont dans l'action citoyenne, c'est les clubs qui essayent qui ont des gamins en centre de suivi, moins de 13, moins de 14, moins de 15, qui ont 1, 2, 3 étoiles à l'école de rugby, qui font des écoles d'arbitrage. C'est les clubs qui font du bien au rugby et qui font du bien aux gamins. Et c'est ces clubs-là que la Fédé doit valoriser. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie d'être dans ce modèle, c'est une chose. Mais nous, à la Fédé, on a le droit de dire que ce n'est pas le bon modèle. On peut évoquer aussi le rugby scolaire. On te sait, puisqu'on a basculé dans le tutoiement, donc on va. Oui, oui. Bon, au rugby, on se tutoie. Non, mais on va éviter les formules de politesse d'usage classiques, mais on se respecte aussi, donc c'est pas cette question-là qu'il faut évoquer. C'est simplement de se dire que le rugby au scolaire, en tout cas dans les écoles, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Le rugby à 5 également. C'est aussi ça qui permet de se projeter vers l'avenir. Le rugby, non. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer le rugby par la base? On a mis 50% de moyens en plus pour les ligues régionales et les départements. C'est 33 millions d'euros de plus, malgré les difficultés financières de la Fédé. J'ai dit, non, c'est pas depuis Marcoussis qu'on va aller développer le rugby en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Aura ou ailleurs. Donc c'est sur le terrain que ça se passe. Donc plus de moyens pour les ligues et les départements. On met 10 millions d'euros, 5 millions de l'héritage Coupe du Monde. On a obtenu un abondement de 5 millions de l'ANS pour 50 000 euros. Des dossiers à 50 000 euros max, 50% max de l'investissement, pour améliorer les installations des clubs du quotidien. Ça, c'est un point absolument essentiel. 3, on crée des championnats supplémentaires pour donner des carottes supplémentaires qui fidélisent les gamins et des sélections départementales parce que ça fidélise aussi les gamins et ça donne envie de jouer au rugby et de continuer. Donc voilà. Et 4, effectivement, on investit à bloc dans le scolaire. Investir à bloc dans le scolaire, il y a 2000 clubs de rugby en France, il y a 13 000 clubs de foot, il y a 35 000 écoles primaires. 35 000 écoles primaires. T'imagines que si tous nos clubs bossaient avec 3 écoles chacun, ça ferait jamais que 6 000 écoles sur 35 000 écoles. On n'imagine pas la taille de l'éducation nationale. Et là, je te parle que du public. Hein. Il y aura encore le privé en plus. Donc là, on a mis post-Coupe du Monde. J'avais vu Gabriel Attal du temps où il était ministre de l'Éducation nationale et j'ai réussi à raccrocher 35 000 ballons de rugby qui seront distribués dans les 35 000 écoles maternelles, ballons mousse qui avaient été faits par la précédente gouvernance et qui étaient très bien faits. Moi, quand il y a des choses qui sont bien, j'ai pas d'état d'âme à le dire, avec un QR code dessus, sauf qu'on en a acheté 35 000 pour qu'il y ait au moins un ballon de rugby dans toutes les écoles de France. Et après, moi, mon rêve, je vais te dire ce que ce serait que les professeurs des écoles, dans les INSPE, les instituts de formation des professeurs des écoles, on puisse les former au rugby à 5. Parce que le rugby à 5, c'est un rugby sans choc, sans plaquage que tu peux jouer dans la cour d'école, dans un gymnase, sur un parking, tu peux jouer absolument n'importe où. Et c'est le sport
roi pour la mixité. Au foot, les garçons se font des passes entre eux. Le basket et le hand, le dribble est très discriminant. Donc les profs des écoles n'ont pas trop envie parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent jamais. Le volley, la passe est compliqué. On est le sport co. Une fois que tu as enlevé le plaquage, même si j'adore le plaquage, hein, mais une fois que tu as enlevé le plaquage, si tu formes les professeurs des écoles au rugby à 5, euh, en fait, c'est le sport le plus naturel. Et on peut diffuser grâce à ça les valeurs du rugby dans la société. Ça, c'est mon rêve. Et l'autre rêve serait aussi d'harmoniser peut-être les règles par moment, puisque chaque année on les change. En tout cas, au plus haut niveau on les change, mais le rêve du rugby amateur serait d'harmoniser peut-être un jour les règles et qu'on ne les touche pas trop, non? Écoute, alors moi, je vais te dire un truc. Quand je vais voir World Rugby, j'ai surtout pas envie de leur parler que de business, et même si c'est un peu la tendance naturelle à World Rugby. Et il y a un sujet pour lequel je me bats, et je m'étais battu à l'époque quand il y avait eu les grands accidents dans le rugby, et j'avais obtenu ça, c'est l'abaissement de la ligne de plaquage. On l'a fait sur la Fédérale 2 et en dessous. On est en train de faire des études comparées entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1. Fédérale 1, tu plaques haut, Fédérale 2, tu plaques bas. Et il y a beaucoup moins de commotion cérébrale sur la Fédérale 2 que sur la Fédérale 1. C'est des études qu'on est en train de produire à World Rugby. On a convaincu d'autres nations de faire des tests sur l'abaissement de la ligne de plaquage. En plus, l'abaissement de la ligne de plaquage, ça te libère les bras et ça favorise un rugby de mouvement. Parce que le plaquage haut, hein, enfin, moi quand j'ai appris à jouer au rugby, tu plaquais bas. Le plaquage haut, il est venu avec les joueurs des îles qui, à cause du rugby à 7, coffraient haut pour bloquer la balle. Oui, Donc, et puis moi, l'exemple qui était montré aussi à la télé, puisqu'à la télé on voit beaucoup aussi de plaquage haut et c'est pas forcément le meilleur exemple. et c'est le mauvais exemple. Et donc, moi, je pense que la sécurité des pratiquants et l'harmonisation des règles, une des règles qui est vraiment très importante à harmoniser et qui en plus va sécuriser les pratiquants, c'est l'abaissement de la ligne de plaquage. Et ça me paraît être pour moi un combat absolument majeur. Et je peux te dire qu'on en parle chaque fois qu'on voit World Rugby, on leur parle de ça. Et World Rugby, quand tu vas y aller la prochaine fois, est-ce que tu peux leur dire aussi d'éviter que l'équipe de France joue le dimanche à 16h pendant que le rugby amateur joue? Ce serait possible parce qu'on Ouais. a vu que l'équipe de France a joué son tournoi deux fois, en tout cas, contre l'Italie et contre le Pays de Galles, un dimanche à 16h. Et nous, on nous fait remonter aussi comme une marque de, pas de désintérêt, mais un peu de condescendance par le rugby international sur le rugby amateur. Alors écoute, là, la bonne nouvelle, c'est que sur le prochain tournoi, on a 3 prime time. Donc on jouera en soirée les 3 fois. Il y en a un vendredi soir et deux un samedi, je crois. Je ne sais pas s'il n'y a pas un dimanche, j'ai un petit doute, mais en tout cas, ça sera il y a des matchs prime time. Voilà. Après, la complexité, pour être honnête là-dessus, c'est que c'est une négociation entre toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les nations ont envie de préserver leur rugby amateur, nous aussi. Et donc, en fait, tu négocies avec chacun en fonction d'un équilibre complexe entre je veux pas jouer pendant mes amateurs, je veux quand même être sur les bons créneaux horaires pour mes diffuseurs qui ont même des attentes et qui payent des droits de diffusion. Enfin, donc tu es sur un espèce de mauvais équilibre. Donc je veux pas promettre, tu vois, moi c'est pas mon genre de dire oui oui on va vous sauver, on jouera jamais pendant les créneaux, etc. C'est pas le cas. Mais l'objectif c'est quand même de le limiter au maximum et de trouver le meilleur équilibre à chaque fois. Bon, je ne fais pas l'avocat du rugby amateur pour autant, hein, évidemment, mais Ah ben moi, je suis issu. Moi, écoute, hein, moi j'ai été dirigeant à l'école de rugby, dirigeant cadet, dirigeant junior, dirigeant senior, président de club, président de ligue. Moi, j'ai attendu les parents à l'arrivée du bus comme n'importe quel bénévole parce qu'ils sont partis faire les courses et que tu peux pas laisser les gamins en plan. Donc, je peux te dire, je suis issu du rugby amateur, je sais ce que c'est. Et c'est peut-être ça qui fait aussi la différence et qui fait que je suis très mobilisé pour la base parce que ça sert à rien. Moi, je veux pas d'un rugby avec une grosse tête et un petit corps frelaté qui est pas capable de le porter. Et en fait, c'est ça ce que je vis. Aujourd'hui, moi, je fais le lundi et mardi, je bosse dans ma boîte parce que j'ai mon activité pro. Le mercredi, bah là, je suis à Marcoussis, tu vois. Et le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je fais le Tour de France. Pourquoi? Parce que c'est pas en étant enfermé dans mon bureau à Marcoussis ou en ne voyant que les équipes de France que tu fais bouger les lignes. Par contre, quand tu vas voir un conseil départemental et que tu lui dis financer des job dating parce que vous allez économiser sur le RSA, les job dating qu'on fait pour les demandeurs d'emploi longue durée, que tu vas voir une région et que tu leur dis il y a 88 terrains de foot, de rugby en Bretagne, et il y a 2000 terrains de foot, et que tu leur dis droit dans les yeux, et que tu leur dis regardez le rugby, ce que c'est capable de faire aux gamins, que tu vas voir des représentants de la Dragesse, des Dragesses locales, etc., et que tu leur dis l'obésité, grande cause nationale, 10 milliards 7, mais nous les gamins, envoyez-les nous parce que voilà, un gamin en surpoids ou une gamine en surpoids, chez nous, il est bienvenu. On est un des rares sports où c'est pas un problème. Et donc, c'est ce genre de truc qu'il faut raconter aux gens, mais je peux leur envoyer tous les mails du monde ou les courriers du monde, ça passe pas.
Par contre, quand tu les vois en face à face, que tu discutes avec eux, tu fais bouger les lignes. Tu vois, à Albert, dans la Somme, on est peut-être en train d'avoir convaincu le maire. À 3 quarts d'heure autour, il n'y a pas un terrain. Le premier terrain de rugby, il est à 3 quarts d'heure autour. Il s'entraîne sur un champ de patates. J'ai été à Albert dans la Somme. Ils n'avaient jamais vu un président de la Fédération française de rugby. On a vu le maire. Alors, on est peut-être en train de faire un vrai terrain de rugby au lieu du champ de patates sur lequel ils s'entraînaient. Les bénévoles de ce club-là, ils sont exemplaires. Exemplaires. Voilà. Ben, moi, mon rôle, c'est d'aller sur le terrain et d'aller soutenir ça et de parler aux régions, aux départements, conseils départementaux, aux RAGES locales, et puis d'interpeller tout le monde sur le fait que le développement du rugby, c'est pas que un enjeu sportif, c'est aussi un enjeu d'éducation. Parce que les gamins qu'on met au rugby, c'est pas les mêmes. Quand ils sortent, c'est pas les mêmes. Et tu vois, les Antoine Dupont, les Greg Aldrit, les Koumba Diallo, les Gabriel Vernier, etc., je veux croire que le rugby a contribué à les façonner. Je suis sûr même que le rugby a contribué à les façonner et que ce n'est pas les belles personnes qu'elles sont devenues, c'est aussi grâce au rugby qu'elles sont devenues ce qu'elles sont. Un véritable discours de campagne presque de la part du président actuel. Évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer le fait que nous soyons dans une année électorale. Tu ne t'es pas encore présenté officiellement, donc c'est maintenant que tu vas le faire, évidemment. Non. Écoute, et je vais te dire, ça fait 7 ans, si c'est ça, ça fait 7 ans que je suis en campagne parce que je vais sur le terrain tous les week-ends. Ça fait même 40 ans que je suis en campagne parce que je suis sur le terrain des clubs amateurs tous les week-ends depuis toujours. Donc, j'ai pas attendu les campagnes pour aller sur le terrain tous les week-ends. Et pendant les 6 années précédentes, au titre, je le faisais tous les week-ends, qu'il y ait campagne ou qu'il n'y ait pas campagne. Donc, en fait, j'ai rien changé à mon mode de fonctionnement. La seule chose, c'est que maintenant, je le fais en étant président de la Fédération française de rugby et que donc, je réussis à plus mobiliser la presse, les médias, les conseils départementaux, les régions, les collectivités et avoir les clubs pour expliquer la vision fédérale et tout ce qu'on a envie de pousser. Voilà. Mais voilà, non, bah, la campagne, elle viendra et il faut le faire dans les 3 mois qui précèdent. On le fera à ce moment-là et à ce moment-là, je présenterai ma candidature parce que c'est une évidence que je vais présenter ma candidature. Je suis pas du genre à essayer de garder un suspense absolu là-dessus. C'est une absolue évidence. On a trop envie. J'ai une super équipe. Jean-Marc Lermé sur le haut niveau, il me fait un boulot de dingue. Abdelatif Benazi sur le poids de la Fédé à l'international, il me fait un boulot de dingue. Marion Kielin, que les gens connaissent peut-être pas parce que c'est pas une grande personnalité du rugby, sur les écoles de rugby, les cadets, les juniors, la formation, elle a un boulot de fou. J'ai récupéré Brigitte Jugla dans mes équipes sur le féminin, qui est maintenant prend des décisions qui vont extrêmement dans le bon sens maintenant qu'elle est libérée de certains jougs, on va dire ça comme ça. Sylvain Dereux, il m'abat un boulot de fou au secrétariat général. Chabi et Cheverry sur les compétitions avec Laurent Estampe, ils font pareil. Enfin, vraiment, j'ai Sébastien Carrez et Jordan Roux sur les territoires. Ça taffe. Enfin, franchement, je pense que j'ai une super équipe. Donc oui, on va se représenter. Oui, on va s'y coller. Mais c'est bien de on aura le l'annoncer moment officiellement venu. donc sur Rugby Amateur, c'est gentil. Non, mais on va se représenter, c'est sûr, mais c'est pas maintenant. La candidature, elle n'est pas officialisée aujourd'hui. C'est sûr qu'on va se représenter. Voilà. Mais la candidature, on la fera le moment venu, dans les 3 mois qui précèdent l'élection et quand il faudra déposer la liste. Voilà. Dans l'intervalle, on va sur le terrain comme on l'a toujours fait. Eh ben, écoute, comme le fait Rugby Amateur aussi, on y est tous les dimanches. Voilà. Et je me permets juste de te dire que Heureusement, j'ai bon appétit parce que je peux te dire je peux te dire qu'ils m'oublient pas les clubs. Mais ils savent que j'aime bien, je déteste pas goûter quelques bons breuvages et je déteste pas croquer un peu dans la gamelle. oui, bon, on a quelques rubriques qui permettent de les mettre en avant, ces moments conviviaux comme les carnets de croûte qu'on aime bien appeler. Euh, bon, nous aussi on est sur le terrain et on entend, et on va terminer dans quelques 2-3 minutes, mais on entend souvent aussi que il y a quelques passes d'armes officielles. On a vu ta dernière lettre ouverte sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à ne pas voir ou ne pas entendre ce genre de passes d'armes? On préférerait voir des passes vissées ou autres, Ouais. tu vois? Mais si, bien sûr. Mais en fait, moi, il y a un mot que j'ai pas toléré et pour lequel j'ai souhaité réagir. Et j'ai essayé de le faire avec humour. C'est plus ou moins passé. Voilà, c'est le mot collabo. Tu sais, quand je suis arrivé à la Fédé, nous, on n'est que 11 élus sur 40 au comité directeur, issus d'Oval Ensemble. Et finalement, depuis qu'on est élu et avec un discours de totale transparence, il y a pratiquement 30 personnes qui votent avec nous à tous les comités directeurs, au total. Donc, il reste 10 personnes qui vraiment s'opposent, etc.
Et j'ai été très choqué que le mot collaborateur, avec tout ce que ça signifie dans l'histoire de France, etc., collabo, même pas collaborateur, parce que c'est collabo qui a été utilisé, puisse être utilisé. Et donc, je suis monté au front pour dire ça, et pour dire ça, ça suffit. Et je pense que vis-à-vis des gens qui ont ouvert les yeux, en tout cas, qui comprennent que ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur du rugby, c'était pas entendable de dire ça. Après, j'ai dit aussi, je ne veux pas tomber dans le piège de la bagarre générale. J'ai dit une fois ce que j'avais à dire. Je l'ai dit, je l'espère, avec un peu d'humour. Si ça n'a pas été compris comme ça, tant pis. Après, bon, s'il faut sortir la boîte à gifles, moi, c'est pas mon style. C'est pas mon intérêt, c'est pas mon envie, c'est pas l'image que je me fais du rugby. Et puis j'ai toujours trouvé que dire du mal des gens du rugby, ça faisait mal au rugby. Donc on ne me trouvera pas sur ce terrain-là. Moi, j'ai fait une campagne complète à l'époque face à Bernard Laporte, sans jamais parler des affaires. Jamais. J'ai parlé d'un autre projet pour le rugby, la relance du rugby par la base, la fédération à mission pour aller chercher des sous pour irriguer les clubs amateurs et notamment ceux des zones rurales avec Total Energy ou des quartiers ou pour féminiser, acheter des maillots à toutes les équipes cadettes et seniors, eux avec Adidas. Tu vois, nos priorités, c'est les 13 équipes de France, le poids de la fédération internationale, la fédération à mission pour aller chercher des sous pour les clubs. Et la quatrième priorité, elle est très simple, c'est relancer le rugby par la base avec plus de licenciés. C'est là-dessus que je ferai campagne. C'est là-dessus que c'est la stratégie de la Fédé. J'ai pas d'autres sujets. Et le reste, la boîte à gifles, etc., c'est pas mon truc. Euh, on évoquait juste à demi-mot les finances. On t'entend souvent dans les médias évoquer en tout cas les difficultés financières, ou en tout cas quand on entend parler que le rugby vit au-dessus de ses moyens. Mais quels sont les moyens de la Fédé? Parce on entend tout et son inverse en fait. Hein. La Fédé, c'est un budget de 140 millions d'euros. Là, au regard de la situation financière, il faut qu'on fasse minimum 10 millions d'euros d'économies et qu'on ait cherché minimum 5 millions d'euros de recettes additionnelles. Voilà, c'est la feuille de route. Il y a urgence, puisque aujourd'hui, on n'est pas enfin, on vit sur des recettes exceptionnelles qui sont la vente du tournoi ACVC. C'est comme si tu disais, j'ai fait une bonne année cette année, j'ai vendu ma maison. Oui, mais tu n'as plus de maison. Bon, bah voilà. Donc SCVC, ça s'arrête en 2025. Donc on est dans une espèce de course contre la montre pour rétablir les comptes. On va y arriver. Moi, je suis un patron de PME. Je suis issu du rugby amateur. Je suis plutôt centimier. Je suis plutôt à pas dépenser l'argent que j'ai pas. J'ai un super trésorier, je ne l'ai pas cité, Claude Elias, qui est épaulé par Joël Tomac-Péconou. On fait le boulot là-dessus. Voilà, on fait des économies avec Virginie Deprince aussi, qui est secrétaire générale adjointe, et Sylvain. Rien que sur les invitations pour les matchs, on a coupé les invitations, en veux-tu, en voilà. On fait 2 millions de recettes additionnelles pour les matchs du tournoi. Bon, ben, moi, je préfère vendre des places que de distribuer des billets gratuits. Alors, on ne s'est pas fait que des amis, peut-être parfois dans le monde politique, mais c'est comme ça. Je veux dire, il faut rétablir les comptes de la Fédé. Nous, on est là. Moi, je n'ai pas envie d'imposer les clubs. J'ai envie de trouver des solutions, et les solutions, on va les trouver en faisant des économies. On a un super DG qui a commencé le 1er avril. C'est pas une blague. En fait, il a commencé comme bénévole pendant 3 mois. Il s'appelle Jérémy Lochat. On a constitué une super organisation. Je pense que voilà, on a les équipes qu'il faut, les élus qu'il faut. On a mis en place l'équipe salariée qu'il faut avec un nouveau trinôme, Jérémy Lochat, DG, Florent Laja, DGA, et Olivier Lièvremont, DTN, à la tête de la Fédé. On veut désiloter tout ça. On va trouver des leviers d'optimisation et d'amélioration, et je suis sûr qu'on va y arriver. Bon, eh ben c'est sur cette note d'optimisme que l'on va clôturer cet entretien. On te remercie encore une fois pour ce temps passé. On a un peu débordé. Désolé, on te met en retard peut-être pour un autre rendez-vous. On avait dit 18h45, il est 43, c'est parfait. On est pas mal, on est pas mal. Allez, juste pour terminer, puisqu'on a évoqué des sujets un peu à rebrousse-poil, mais l'occasion pour toi de t'adresser à la communauté du rugby amateur et de rugby amateur. On parlait d'une note d'optimisme, alors on n'est pas obligé de basculer sur le sourire béat, mais qu'est-ce que le président de la Fédé a envie de dire aux joueurs, aux présidents, aux dirigeants, aux amoureux? J'ai surtout envie de m'adresser aux bénévoles. Je veux dire, souvent, en fait, on ne dit pas assez aux bénévoles ce qu'ils font. Ce qu'on voit, c'est je porte les bouteilles d'eau, je ramasse les maillots, je fais les feuilles de match, je tiens la buvette, etc. La vérité, c'est qu'on accompagne des parcours de vie. Et que les gens qui rentrent au rugby, ce n'est pas les mêmes en sortant. Et ça, on le doit aux bénévoles. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Florian Grill, merci beaucoup.
Merci à toi. À très Salut. bientôt.